Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Maman de substitution, un titre intriguant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à un si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin a fixé une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, je dis. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. Vous tous. » Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps.
J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant ? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça ? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment, allongée dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi, et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux, et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dealais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti ? Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules ? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante
et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner. Puis, en octobre de ma dernière année, j'ai agi. J'ai vendu mon dernier lot, j'ai donné son argent à Victor et je lui ai dit que je ne vendrais plus rien. Il m'a laissé partir assez facilement. J'ai cherché les symptômes de sevrage. Je savais que je devrais manquer l'école aussi, parce que j'avais lu que le sevrage physique dure 1 semaine. C'était encore pire que ce que j'avais lu. J'avais mal partout et je me sentais extrêmement faible. Je tremblais et je vomissais plusieurs fois par jour, au point que mon vomi n'était plus que de l'eau. Je transpirais, mais j'avais froid. Je n'avais pas les moyens d'aller dans une cure de désintox. Toute la semaine, je suis restée allongée dans mon lit. J'avais dit à quelques amis proches que j'arrêtais de fumer et que je les appellerais pour leur dire comment je m'en sortais. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils seraient toujours là pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas à affronter mes démons seule. Ma mère continuait à se parler à elle-même dans le salon, tandis que mon père faisait ce qu'il fait toujours. Mais j'avais des amis pour me soutenir dans les moments difficiles. J'ai manqué presque 1 mois d'école et ma moyenne a beaucoup baissé. En fait, ce trimestre-là, j'ai échoué à 2 cours à cause de mes absences. Je savais que si les gens connaissaient ma situation réelle, je pourrais être placée en famille d'accueil. À ce moment-là, je ne voulais pas être séparée de mes parents, alors j'ai dit à mes professeurs que j'avais des problèmes familiaux. Certains professeurs avaient entendu des rumeurs selon lesquelles je prenais des pilules. Mon professeur d'anglais m'a dit « Je suis fière que tu aies décidé de changer pour le mieux. Tu es une fille intelligente et j'espère que tu resteras sur le bon chemin. » Sa réponse m'a presque fait pleurer. Je n'avais jamais entendu personne, pas même mes propres parents, me dire qu'ils étaient fiers de moi. Une fois que je suis retournée à l'école, j'ai fait tous mes devoirs. Je n'ai jamais manqué un cours et j'ai eu d'excellents résultats à tous les examens. Je suis entrée à l'université. J'étais enfin sur la bonne voie. Mais la vie n'est pas devenue beaucoup plus facile une fois que j'étais sobre. L'entrée à l'université était accablante car je n'étais pas habituée à la quantité de travail demandé par les professeurs. Il était difficile de rester sobre malgré les doutes. Je croyais que je n'étais pas assez bonne pour l'université et que si je faisais une petite erreur, je retournerais à la case départ. Au lieu de m'engourdir, j'affronte mes démons et je les libère. C'est bien mieux que de ne rien ressentir du tout. Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone. Mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient